Bon, on n'est pas si mal dans ce petit décor de vacances. Bah on s'y habitue, Au hein. final, Voilà, on s'y habitue. c'est l'été, on se... Voilà. Ce sera peut-être plus l'été quand le numéro sortira, mais en tout cas... Bah si on peut laisser un peu de soleil dans le cœur des gens. Bah, c'est ça, et puis C'est- comme on peut le voir au bronzage... Bon, moi un petit peu, moi j'ai pas changé. Pour le coup. Mais bon, Ouais, ça commence bien, ça. bon, quoi qu'il en soit, on est là toujours pour les mêmes motifs, Toujours. c'est-à-dire pour parler de films super, Ouais. avec beaucoup de brio, on espère. Ouais. En tout cas, on essaie de s'en sortir du mieux qu'on peut. Ouais, c'est clair. Et oui, des recommandations, comme on le dit toujours, un peu loufoques. Ouais. Mais, Mais ou pas pas, voilà, ou mais en pas, tout ouais. cas on essaie de trouver des ponts entre les films Mm. et j'espère que cette fois ce sera encore pertinent. Bah, j'espère. Espérons que notre esprit n'est pas resté en vacances, quoi. Oui, voilà. Ce serait ballot. Qui commence? Allez, honneur à toi. Ok, d'accord. Allez, allez. Moi aujourd'hui j'avais envie de discuter de deux films qui sont assez récents, puisque l'un est sorti l'année dernière et l'autre il y a 2 ans je crois quand même maintenant. Ouais. Donc ce sera Iron Claw de Sean Durkin et Love Lies Bleeding de Rose Glass. Et ouais, en fait c'est des films, je vais expliquer après pourquoi je les rapproche, mais je pense que dans la tête des gens ça va être assez évident. C'est pas tellement, pour cette fois, le rapprochement, c'est pas tellement qu'il est loufoque ou inattendu, c'est plus que ça me faisait plaisir de parler de ces films parce que je trouve qu'ils n'ont pas eu forcément ou le succès escompté ou il y en a un des deux qui a quand même plutôt bien marché, hein, Iron Claw, mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est quand même des films qu'on a vite oubliés, Ouais. alors qu'ils avaient plus à dire. On en parle peu. On en parle peu. On les a pas assez analysés à mon goût, je pense. Ouais, c'est ça. Il y avait mieux à faire et mieux à dire. Mm. Je vais les pitcher rapidement parce que je trouve que c'est aussi des films qui ont leur lot de surprises. Donc je voudrais pas non plus trop spoiler, quoi. Je vais commencer par Iron Claw, donc qui est tiré d'une histoire vraie, donc d'une famille de catcheurs, les Von Erich, et qui en fait, disons qu'il y a un patriarche, le père de famille est quand même quelqu'un, on va dire, de dur, de vraiment qui élève ses enfants dans, on va Un dire, peu une rigueur. L'injonction à la réussite aussi. Oui, voilà, ouais, complètement. Une rigueur, on va dire, propre à cette époque aussi. Ouais. Et il a fait pas mal de gosses, puisqu'il y en a 6. Et pour la plupart d'entre eux, il veut les mettre comment dire, au catch et qu'ils réussissent dans ce domaine dans lequel lui a eu une petite carrière, mais bon an mal an, il a eu on va dire à un moment donné peut-être un quart d'heure de gloire qui aurait pu déboucher sur quelque chose de beaucoup plus important, mais ça reste, on va dire grossièrement, un sportif raté, quoi. Ouais. Donc voilà. Le père est joué par Holt McCallany. Les persos principaux, on va dire que c'est Zac Efron et Jeremy Allen White. Ouais. Mais il y a un beau casting. Lily James, Maura Tierney, qui jouent des rôles hyper importants aussi. J'en parlerai plus tard. Donc voilà, c'est un film pareil. On discutera du registre peut-être un peu plus tard, mais je trouve qu'il y avait quelque chose d'intéressant dans le ton, en tout cas. Voilà, donc ça c'est pour le pitch d'Iron Claw. Love Lies Bleeding, c'est quand même une histoire assez simple au départ. C'est une culturiste qui arrive dans une ville un peu paumée et qui, en gros, va développer une relation amoureuse avec la gérante, employée, en tout cas la personne qui gère une salle de musculation. Et après, pareil, pour pas trop spoiler, on va dire, il y a plusieurs sous-intrigues qui mêlent vengeance, on va dire, pareil, culte de la réussite, et carrément histoire de gangster, quoi. Ouais. Donc voilà. Les magouilles, quoi. Ouais, donc les magouilles orchestrées par Ed Harris, donc qui est quand même aussi un élément de casting pas dégueulasse, qui a d'ailleurs un rôle plutôt alors un peu caricatural, mais qui je trouve qui s'insère bien pareil dans le ton et dans le mood du film. Et Ça, sinon c'est assez souvent son cas d'ailleurs. oui, c'est vrai. C'est vrai.
Et sinon, donc Jackie, l'héroïne, est jouée par Katie O'Brien, Mhm. et la gérante de la salle de muscu est jouée par Kristen Stewart. Donc voilà pour, on va dire, les grandes lignes des deux pitchs et des deux castings. Pourquoi je les rapproche? Alors déjà, c'est deux films à 24. Mhm. Donc on en parle souvent, hein, de A24 depuis quelques années. Ouais. De l'esthétique qu'ils développent, des thèmes aussi qu'ils abordent. Sans rentrer dans le détail par rapport à A24, parce qu'on reste dans Carte sauvage et qu'on va pas non plus développer à mort. Mais parfois, on peut considérer que c'est peut-être aussi une esthétique un petit peu cultivée artificiellement. Ouais. En tout cas, c'est quelque chose c'est aussi une critique qu'on entend, Ouais. quoi. Là, je trouve que ça fonctionne bien en fait dans les deux cas, parce que c'est des films qui ont aussi un peu trompé leurs spectateurs, dans le sens où et ils font souvent ça à 24, hein, mais je trouve que là, ça a du sens, ça fonctionne bien. T'as envie de te dire sur ces deux films de genre ou pas, tu vois. Iron Claw, pour beaucoup de gens, ça a été peut-être un peu vendu comme un truc de catch, du coup. Ouais. Avec Zac Efron, bon, pareil, tu vois, Zac Efron, c'est typiquement le genre d'acteur qui va souffrir de son début de carrière, de sa belle gueule, entre guillemets, même Ouais, si, c'est ça. bon, Un acteur Disney, quoi. voilà, Ouais. ouais. Même si sa tronche, on en parle aussi très souvent pour ses opérations de chirurgie esthétique supposées, etc. Il a quand même cette étiquette d'acteur un peu mainstream, Oui, voilà. très lisse, quoi. Même s'il a l'air d'essayer de s'en dégager, Ouais. et donc du coup plutôt bien avec ce genre de tentative, hein. Ouais. Parce qu'encore une fois, ça a du sens dans le film duquel on parle, quoi. Donc ça, c'est intéressant, même si au final, ça reste vraiment un drame. C'est une tragédie réaliste en fait, hein, Ouais, Iron Claw. complètement. Vraiment, le catch, c'est vraiment juste un prétexte pour parler d'un drame familial américain, quoi. Exactement. C'est une explosion de cellules familiales, hein. Enfin Ouais. une implosion même plutôt. Qu'on peut même relier au concept de rêve américain, tu vois. Complètement. Tu vois. Complètement, ça s'inscrit un peu dans cette quand tu parles de rêve américain, et c'est marrant parce que c'est souvent lié aussi à des films de sport et tout. Ouais. Ça s'inscrit un peu dans la même mouvance que le premier Rocky, moi je trouve, hein, qui questionnait beaucoup le rêve américain, le thème du rêve américain. Là, c'est vrai qu'il y a beaucoup ça, je dirais même de la famille américaine, vraiment. C'est pour ça que je disais cellule familiale, parce qu'il y a une implosion. Modèle, vraiment, ouais. Ah ouais, et puis c'est pour ça aussi que je parlais des personnages féminins, notamment de la mère qui est interprétée par Maura Tierney, qui est une super actrice que moi j'avais adorée dans la série DEFR, que je conseille à tout le monde aussi. Mais vraiment, en tout cas, il y a ce truc où les personnages féminins subissent, soutiennent en même temps les enfants qui sont vraiment, on va dire, sous le joug de leur père, jusqu'à, sans spoiler, on va dire jusqu'à des sommets de tragique. Ouais. Et oui, c'est vraiment aussi un film, je trouve, sur la fragilité, l'intériorité, et à l'instar de Love Lies Bleeding, ce que j'aime bien aussi avec ces deux films, c'est qu'ils travaillent vraiment le corps, la question du corps et l'esthétique du corps. Il y a vraiment un truc dans Iron Claw, déjà dans les premiers plans, quoi. Zac Efron, il est en train de pioncer, il se réveille, il est en slip. C'est vraiment ses muscles, ils sont au bord du cadre, ils débordent en fait du cadre. Et lui, pendant tout le film, on fait que le voir avec des t-shirts trop courts. Même quand il est en costard à un mariage, on a l'impression qu'il est toujours enfermé dans son propre corps, empêché de quelque chose, et jusqu'à un craquage, on va dire, hein, à un moment donné. Et ça, je trouve que c'est une question hyper intéressante sur le corps qui souffre, sur aussi la beauté du corps, parce qu'en fait, c'est aussi un spectacle, c'est une exposition, le catch, quoi. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve évidemment aussi dans Love Lies Bleeding, quoi. Pour passer sur Love Lies Bleeding, on va partir, on va commencer sur Love Lies Bleeding à partir de la question du corps. C'est un traitement assez similaire par moment. C'est-à-dire que, pareil, Katie O'Brien elle déborde beaucoup du cadre. En tout cas, elle est très présente. Elle a une présence hyper mise en valeur à chaque fois dans le cadre, même au niveau de la couleur de ses fringues, au niveau de même sa façon de se tenir. Elle a une espèce de grandeur en fait
qui est de tous les plans. Il y a beaucoup d'inserts sur ses muscles. Ouais. Et en fait, ce qui est intéressant avec Love Lies Bleeding, c'est que pareil, il y a aussi ce questionnement. Alors là, ça va être du corps, de comment l'obsession, on va dire, je pense, du corps parfait, Ouais. du corps performant. Quelle souffrance on est prêt à s'infliger pour ça, jusqu'à la toxicité. Et il y a aussi vraiment la différence un peu avec Iron Claw, ça va être que quand même là il y a beaucoup la question du désir. Et donc en l'occurrence bon, du désir lesbien, mais pas que. Et ce qui donne lieu quand même à des scènes aussi intimes qu'on commence à voir dans le cinéma depuis quelques années, mais quand même qui font leur effet, je trouve, de nouveauté dans les représentations amoureuses. Donc c'est hyper intéressant. Moi je trouve que c'est un film rien que pour ça en fait qui est à conseiller parce que c'est quelque chose qui va bousculer les représentations qu'on a de l'amour. Donc ça c'est hyper, je trouve, c'est à mettre vraiment au crédit du film. Là où, pour le coup, lui est peut-être plus un film de genre, là où Iron Claw il versait plus dans un registre classique, on va dire, c'est que il y a quand même, sans spoiler encore une fois, donc comme je disais, il y a quand même ce côté un peu gangster, bourgade, presque un peu à la Cohen et tout. Alors il n'y a pas tant d'humour que ça, mais voilà, il y a ce truc un petit peu de la ville. Peut-être pas de redneck, mais en tout cas, on est quand même un petit peu dans cette... profonde. Quoi. Oui. On est quand même un petit peu dans cette esthétique-là. Mais à un moment donné, il y a quand même vraiment un glissement vers le fantastique. Donc je vous dis pas à quel degré, parce que c'est ça qui est intéressant aussi. Mais ça l'inscrit vraiment dans le film de genre, là, pour le coup. Ce qui n'a pas été aussi facile à vendre. Même s'il y a des indices, si tu veux, dans le trailer et tout, par rapport à ça, par rapport à cette question du fantastique. Je pense que c'est aussi quelque chose qui a fait que le film a peut-être pas conquis tout le monde. Même moi, des fois, j'ai des réserves sur certains trucs, sur la façon dont c'est amené, dans la structure, on va dire, scénaristique. Mais je trouve que c'est quand même une tentative à chaque fois intéressante. Et surtout, là, on revient un peu sur le corps et en même temps, ça connecte avec l'histoire. C'est que on fait du personnage de Katie O'Brien presque une figure mythologique qui, enfin, même si elle passe par des moments de souffrance, de vraiment, je pense, comme je disais, de toxicité, de, de lutte interne, à un moment, va quand même rétablir une sorte d'ordre. Donc il y a quand même ce truc un petit peu, pas de la rédemption, mais ouais, vraiment du sens presque de la justice, tu vois. Et un dernier point commun, je pense, et je pense que j'aurais tout dit sur ces deux films que je voulais relier, c'est que aussi, dans Love Lies Bleeding, il y a quand même la question de la cellule familiale. Pareil, j'en dis pas plus, mais ce registre-là, enfin ce thème-là, il est aussi important dans ce film. Et voilà, c'est pour ça que je trouvais que... donc j'ai évidemment vu Love Lies Bleeding après, en salle, après Iron Claw, puisqu'ils sont sortis dans cet ordre-là. Et c'est vrai que tout de suite, je me suis dit, tiens, c'est marrant, quoi. À 24, tu vois, même pas un an d'écart, ou enfin oui, peut-être un an, je sais plus. Non, moins que ça, parce que c'était fin 2023, je crois. Iron Claw ou Love Lies Bleeding Iron Claw. Iron Claw, Je crois que c'était fin 2023. C'est ça. Mais en tout cas, voilà, à quelques mois d'écart, à 24, c'est quand même rigolo, quoi, d'avoir qu'ils aient fait deux films avec autant de thématiques, je trouve, qui les traversent tous les deux, et que je trouve vraiment, enfin, j'allais dire important. Je surestime là, je pense, hein, tu vois, clairement les films. Mais en tout cas, moi, ça a été dans les deux cas, ça a été de très bonnes surprises. Et c'est vrai que du coup, je trouve ça toujours un peu dommage quand on parle entre nous avec d'autres potes et tout, avec plein de connaissances, ou même quand je vois les tops des films de l'année, tu vois, ou de l'année passée, en l'occurrence, sur les réseaux, que cela soit jamais cité, quoi. Parce que vraiment, c'est peut-être pas à mettre en top 3, mais ça vaut le coup d'œil. Donc voilà, c'est des films que je recommande. Et en tout cas, je pense même que... En tout cas, je pense pour Love Lies Bleeding,
C'est un film qui, à mon avis, avec toutes les reprises qu'on voit régulièrement, de mèmes, de moments un petit peu, tu sais, il y a certains films comme ça, je trouve, qui sur les réseaux continuent de vivre. Avec les edits. Oui, c'est ça, avec les edits Ouais. et tout. Parfois des films qui sont pas terribles, mais qui ont des séquences qui ont l'air de devenir cultes pour notre génération. Ouais, qui sont quand même un peu un marqueur d'une époque, quoi. C'est ça. Qui plus est de la nôtre, là. Bah, pourquoi pas, tu vois, d'ici 1 an ou 2, Ouais, voir des edits de Loveless Being pleuvoir sur les réseaux, quoi. ouais, complètement, parce que ça peut aussi être un témoin du rapport au corps qu'on a Ouais. au sein de notre génération. Tu parles en plus du rapport, la nouvelle vision du lesbianisme. Ouais. Enfin, parce que c'est vrai qu'avant, le lesbianisme, quand c'était mis en scène, c'était quand même souvent assez problématique. Oui. Il y avait quand même un regard, un sacré male gaze dessus. C'était, certes, on en parlait, mais c'était quand même vachement érotisé. Oui. Ce qui, pour le coup, là, j'ose espérer, perdurera dans le sens où on se rend compte que cette vision reste quand même... Cette vision reste quand même, enfin, pas problématique pour le coup. Ouais, C'est ouais. une vision qui Plus saine, plus saine. Oui, c'est voilà, ça. plus saine. C'est une vision qui, je trouve, est plus en phase avec notre époque aussi, Ouais, quoi, complètement, ouais. avec une certaine L'évolution des mentalités, voilà, tu une vois. certaine acceptation. Ouais, complètement. Et que ce soit vu comme quelque chose de, en fait, normal. ouais, c'est ça. Et puis, je trouve que, en fait, ce qui est marrant, c'est que nous, en tant que spectateurs ou aspirants cinéastes, ça nous force à imaginer d'autres récits, mine de rien, quoi. Et rien que pour ça, en fait, moi, je trouve que c'est des films qu'il faut voir. Enfin, en tout cas, moi, j'incite les gens à le faire. Après, chacun est libre, et puis c'est des sujets des fois qui peuvent ne pas vous toucher. Ouais, Donc ouais. c'est pour ça que on peut pas. Bah ouais, mais pour le coup, pour parler d'Iron Claw, c'est vrai que moi j'étais réticent à ça. Pourtant, moi je me suis tapé les émissions de catch quand j'étais gosse alors ou moi, ado. tu vois, par exemple, ça c'était T'es passé à côté. Ah ouais, ouais. Ouais. Bah moi LT1 et tout là. Ouais, c'est ça, SmackDown, Raw, tout ça. Vraiment, moi je kiffais à l'époque et tout. Mais justement, vu que j'avais goûté vachement à cette esthétique et à tout cet univers, ça m'avait foutu un peu la nausée. Ouais. À force. À enfin, force. tu sais, quand tu grandis, c'est un peu comme, tu vois, la radio libre de D-Fool. Ouais. Tu vois, tu sais, on a grandi avec ça. Pour les gens de notre génération. Des trucs aujourd'hui. Bah, c'est affreux quand même. Ouais. Tu te rends compte de tous les problèmes qu'il y a autour de ça. Et, mais du coup, ouais, j'avais eu un peu, ce côté overdose avec le catch et tout. Ouais. Du coup, j'étais un peu réticent à aller voir Iron Claw, mais en fait, bon, je me suis laissé tenter. Et en fait, on se rend compte que ça a vraiment rien à voir avec ça. Oui. Puis comme on disait tout à l'heure, enfin, le sport souvent, ouais. c'est pas que, oui, un prétexte. Je pense qu'il faut quand même, en tout cas pour les gens qui réalisent ces films-là, je pense qu'il faut quand même s'y intéresser parce que. Ouais, c'est sûr. Tu vois, si tu fais un film comme Le Mans 66 et que t'aimes pas du tout la bagnole, je pense que c'est galère, tu vois, par exemple. Tu vois. Mais c'est vrai que, voilà, Le Mans 66, on parlait de Rocky tout à l'heure, il y a plein d'exemples. C'est pas tellement des films qui vont parler Coach Carter, tu vois, ce genre de truc. Oui, voilà. Ils vont pas tellement évoquer le sport en lui-même. Enfin, c'est pas le cœur du film en fait. Ou alors c'est que les gens comprennent rien à ces films-là. Hein. Bien sûr, c'est sûr. Oui. Puis faire des films genre sur le sport vraiment pour faire du sport, il y a pas vraiment d'intérêt. Juste regarde un match de foot en fait. Ah bah oui, clairement. Tu vois. Généralement, c'est vrai que le sport c'est quelque chose de tellement populaire et démocratisé qu'en fait il y a moyen d'y mettre plein de sujets, notamment la question de la classe sociale. C'est ça. Enfin, de l'environnement dans lequel tu grandis. Pour le coup, là, c'est la parentalité, le success story, ce genre de choses. Oui, c'est clair. C'est des sujets qui sont très faciles à amener dans ces univers-là, quoi. Donc, Et je suis en train de penser à un truc qui n'a rien à voir, mais pour reparler de ces deux films une dernière fois, ils sont tous les deux distribués par Metropolitan. Et du coup, on en profite pour faire un petit coucou à Livio, notre ami Livio qui bosse chez Metro. Ouais, bah ouais. Hein. Métropolitane, hein, pas métro la bouffe et le restaurateur. Sinon, rien à voir. Un jour, on est sponsor par Métro, tu vois. Alors là, un sac de croquettes de 50 kilos. Ah ouais. Si jamais vous voulez. On grossit de numéro en numéro. Le canapé, on est obligé de le changer. C'est pour ça qu'on change de lieu, en fait, parce qu'on logeait plus dans mes chaises. Ah, c'est clair. En plus, l'été passé par là, les crêpes, les glaces et tout. C'est compliqué, quoi. Mais c'est quand même un peu montré sur la plage, mais bon. Ouais, à nos risques et périls. Ouais. Il y a eu quelques syncopes, hein. Putain. Mais du coup, Livio qui passera, on l'espère, devant la caméra. C'est prévu. On essaye de trouver une date, mais en tout cas, c'est intéressant. Ce sera intéressant de parler avec un distributeur pour le coup. Ouais, c'est clair. Est-ce qu'on passe à tes films? Ouais, on peut. Je vais essayer
de matcher avec ta maestria, Oh, n'est-ce pas? n'importe quoi. Bon, arrête. Tu feras mieux. Bon, Inch'Allah. Mais oui. Et du coup, moi, mes films, moi, je vais parler de Cloverfield, de Matt Reeves, qui est sorti en 2008, et de Pacific Rim, qui a été réalisé par Guillermo del Toro en 2013. Enfin, il est sorti en 2013. Mm. Et du coup, je vais les pitcher rapidement aussi. En gros, Pacific Rim, une brèche interdimensionnelle Ouais. c'est révélé s'ouvrir dans l'océan Pacifique et en fait des monstres géants en sortent et s'attaquent du coup aux populations humaines. Ouais. Donc les humains suite à de multiples attaques montent un programme qui s'appelle le programme Jaeger, Oui. qui en fait consiste à construire d'énormes robots pour combattre les monstres quoi. Ouais. Et ces robots sont pilotés par 2 humains, donc un contrôle un hémisphère. Mm. Et Chacun un hémisphère, ouais. c'est ça. C'est pas mal ça. Ouais, c'est un putain de concept. Et mais pour ça, en fait, il faut que les 2 humains soient connectés et que, enfin, en gros, c'est la dérive. Ils appellent ça la dérive. Oui, oui. Il faut qu'en Le gros, drift. ouais, c'est ça. Il faut qu'il y ait une alchimie entre ces 2 humains Oui, pour oui. que plus en gros l'alchimie sera puissante entre les deux pilotes, mieux le robot se battra, quoi. Oui, oui. Et du coup, on va suivre au début l'histoire de 2 frères, du coup, qui sont... En plus, c'est un peu des outcasts. Tu sais, je crois que c'est des prolos. Oui, 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 oui. Et en gros, ils se sont mis à exister dans la société via leur talent, du coup, d'être très complices et de devenir un peu des héros parce que leurs robots démontent pas mal de monstres, quoi. Mhm. Du coup, il y a aussi tous un sound system, un star system en fait, Oui, oui. qui se monte en Qui fait. s'organisent, Ouais, quoi, c'est ça. autour de en leur fait. figure. Ouais, Vraiment, ouais. les pilotes de Jaeger, en fait, c'est des superstars, quoi. Ouais. Il y a tout un système aussi de promo et tout, vraiment. Limite, on pourrait le rapprocher d'Iron Claw, tu sais, c'est des stars, en fait, Oui. du combat, tu vois. C'est Mais marrant. d'ailleurs, enfin, je me souviens d'un moment dans le film au début, on parlait de prolétariat tout à l'heure, mais oui, où on le voit bosser, Charlie Hunnam, quoi, vraiment trimé Ouais, carrément. sur Ouais, un chantier, quoi. ouais Il est c'est sur ça, un c'est ça. chantard. Ouais, carrément. Oui, parce que du coup, ça, c'est le début du film. Hein. Ouais. Ça, c'est le pitch, même le pitch est dit au début du film. En fait, le programme Jaeger s'effondre parce qu'ils essuient des défaites, Ouais. puis ça coûte beaucoup de thunes. Du coup, ils abandonnent le programme Jaeger pour monter des murs, en fait. Oui, oui, c'est vrai. Monter C'est vrai. des murs aux alentours de la ville, ce qui ne fonctionne pas, évidemment. Et du coup, ils vont retrouver Charlie Hunnam, là, du coup, le personnage principal. Ou non. Oui. Ou non, du coup. Mais ouais, du coup, en fait, vu que le programme Jaeger s'est effondré, en fait, il a perdu son statut, quoi. Mhm. Et du coup, en fait, le mec retourne au chantier et Ouais, c'est ça. ça redevient un nobody, quoi, en fait. C'est ça, ouais. Donc voilà. Et du coup, pour Cloverfield, en fait, ouais, ça commence dans une soirée parce qu'un mec, en fait, se barre au Japon pour le taf ou pour les études, je sais plus ouais, trop. je crois que c'est pour les études, mais Ouais. ouais. Et en fait, au sein de la soirée, et ça se passe à New York, Ouais. il y a une explosion dans la ville. Ouais, c'est en plein Manhattan, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, complètement, ouais. Et c'est la panique un petit peu partout. Et enfin, le groupe d'amis sort pour voir ce qui se passe. On suit leur parcours. Oui. Et on peut le spoiler quand même. C'est une histoire d'essayer enfin, c'est une histoire de survie, en fait. Ouais, hein. c'est ça, c'est une histoire de survie. Mais Et en gros, le héros s'engueule avec sa meuf qui, elle, retourne chez elle. Donc, ils sont plus au même endroit, je crois. au moment où c'est ça. En fait, c'est son ex, ouais. Ou c'est son ex, ouais, qui C'est ça. l'appelle, je sais plus. Et du coup, ils sont pas au même endroit quand. Ouais. Et ça devient une quête. En fait, ça devient un peu ils une doivent quête, traverser la ville, et braver le danger, Ouais. du coup, pour se retrouver, quoi. Ouais, Il va la ouais. secourir, quoi, en fait. Et du coup, donc, ce qui me fait relier ces films, bon, ça va être assez évident, hein, pour le coup, c'est le revival du genre du Kaiju-Ega. Ouais. Kaiju-Ega, du coup, qui est un genre qui nous vient du Japon, qui est donc, en fait, littéralement, enfin, c'est un monstre, quoi, les monstres Ouais. géants. Du coup, bon, bah oui, donc, spoiler, hein, Cloverfield, en fait. Oui, voilà, Cloverfield, C'est un monstre qui attaque la ville, en fait, quoi. C'est ça, et c'est un monstre à la Godzilla, quoi, typiquement. Ouais, exactement. Vraiment, alors, avec un look qu'on aperçoit, quoi, parce que. C'est ça, oui. En fait, oui, parce qu'on n'a pas dit, je crois, je sais plus si on l'a dit, mais c'est un found footage. C'est un found Donc, footage. du coup, avec l'originalité caméra, aussi du film vient de là.
complètement. Ce qui est pas mal, c'est que du coup, on est toujours à hauteur d'homme. Ouais. Donc, la question du gigantisme, là, pour le coup, elle se travaille Exactement. vraiment Exactement. sur la contre-plongée, quoi. C'est ça, Ouais, ouais. complètement, oui. Mais oui, parce que du coup, donc, ce qui rejoint ces films aussi, c'est vraiment la gestion de l'espace et Ouais. de la surdimension. Ouais, ouais. C'est vrai qu'on pourrait l'opposer à Transformers, Ah oui, 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 mais là, ouais. qui pourrait être de ce genre-là, mais qui du coup vraiment va totalement dans l'autre sens. Oui, 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 Parce oui. qu'en fait, ce qui est très choquant dans Pacific Rim pour le coup, c'est l'esthétique et vraiment, en fait, vraiment la manière de filmer, donc que ce soit les mechas, donc les robots géants ou les monstres, en fait, Ouais. c'est vraiment, donc c'est le gigantisme, mais vraiment c'est la sensation de vertige constante qu'il y a dans le film, quoi. Ah ouais, ouais. Parce que Ouais, du ouais. coup, en fait, dans Transformers, après c'est aussi, c'est pas le sujet, mais donc c'est fait par Bay. Ouais, Michael Bay, ouais, Michael ouais. Bay, pourtant j'adore ses films, y a pas de souci. Ouais, Mais ouais. c'est vrai que c'est plus du second degré. Du coup, il y a pas forcément cette sensation de danger, cette sensation de tension. Ouais, puis je pense qu'aussi, des fois, tu sais, c'est une question de point de vue dans ta mise en scène. Où Ouais. c'est vrai que chez B, il y a quelque chose d'assez. Euh, c'est pas que c'est pubard, mais au fait, au bout d'un moment, c'est une caméra qui tournoie tellement tout le temps, Ouais, c'est assez nerveux comme réalisation, ouais, c'est pétillant, c'est c'est coloré et ça, ouais, tout. ouais, complètement. C'est vrai que là, Pacific Rim, bon, Guillermo del Toro, c'est un maître du découpage, on va dire. Ouais. Voilà, et de la rythmique en plus de son montage et tout ça, Mhm. et de la DA. Ouais. Parce que voilà, de la DA, elle est quand même de mémoire. C'est pas qu'elle est pas colorée, hein, au contraire, mais ça se Euh, passe beaucoup la nuit. Ça se passe beaucoup la C'est nuit. néon, quoi. C'est exactement. Mais du coup, parce que bah, ce qui est assez caractéristique dans Pacific Rim, c'est que ça reprend bah, du coup déjà l'esthétique, enfin le thème asiatique du coup japonais Ok. du Kaiju Eiga, mais du coup aussi du Tokusatsu. Du Ouais. coup, c'est un exemple qu'on pourrait citer, c'est l'esthétique Power Ranger en fait. Ah oui, Tu vois, d'accord. Ouais, c'est ouais, ouais. en Oui, gros, oui, c'est les méchants. les films de héros japonais quoi. Oui, 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 Tu oui. vois cette esthétique-là et il y a une bonne partie du film qui se passe à Hong Kong. Oui, il y a ça aussi qui a Du coup, forcément. De toute façon, et puis même, moi, je trouve que ça rappelle même des animés, complètement, évidemment comme Gundam, mais exactement. surtout Evangelion, quoi. Ouais, ouais, Ah carrément, ouais, carrément, ouais, carrément. et moi, je trouve que ça, c'est. En fait, c'est quelque chose que dans le ciné américain, on n'avait jamais vu, hein. En Exactement. vrai. Bah, c'est ça, en fait, ces deux films, à première vue, c'est des films grand spectacle, c'est du Ouais. blockbuster. Je crois que Pacific Rim, il a coûté 200 millions. Oui, c'est un Je gros crois que film. Pacific Ouais, Rim ouais, a Pacific Rim, vraiment ouais. coûté 200 millions de dollars, c'est quand Ouais. même assez, donc c'est assez huge, hein. Ouais. Et c'est rare que pour des films de cette ampleur, et du coup, dans cette catégorie, il y a un parti pris Ouais. aussi risqué, en fait. Aussi singulier, quoi. Et Cloverfield, on était en pleine époque Lost. Et Ouais. je me demande si c'est pas J.J. Abrams qui fait le scénar ou. C'est pas Euh, Damon Lindelof, ça c'est. Enfin, je suis quasi sûr. non, non, c'est un mec moins connu, non, Mais non. je crois que c'est J.J. Abrams, hein. En tout cas, Euh, c'est produit par J.J. Abrams, réalisé ouais, par ouais, Matt Reeves, ça on ouais, l'a c'est ça, dit. exactement. Mais je crois qu'on est en pleine. Et d'ailleurs, je me demande si dans Lost, t'as pas après peut-être dans la saison 5, tu vois, dans les campements d'Arma, Ouais. je me demande s'il n'y a pas, tu sais, sur un cadre ou un truc comme ça dans le décor, une référence à Cloverfield. À Mhm. vérifier, hein, je dis Ouais. peut-être des conneries, mais il me semble que c'était quand même ouais, produit par Gigi, il était en pleine. En plein essor, ouais. À cette époque-là, Ouais, il ouais. venait de faire la saison 1 de Lost et après il était parti sur Mission Impossible. Ouais. Il y a eu Cloverfield, il y a eu Super 8. Mhm. Il a lancé 1000 séries en même temps et ça faisait partie un peu du package. Je sais pas si Cloverfield a marché au ciné. Je sais Euh, même pas si c'est un film qui a beaucoup après marché en rediff. il y a eu une suite, déjà. Il y a eu, ouais, il y a eu deux, non? Il y a eu Cloverfield Cloverfield Paradox Paradox, et et je sais plus après. oui, une autre. Ouais, ouais. Mhm. Mais ça, il y a eu un héritage quand même derrière, tu Oui, vois. c'est ça. Enfin, au même titre que, bon, heureuse ou non, c'est un autre débat, tu vois. C'est au même titre que Starship Troopers, il y a eu des suites. Il y a eu des suites. Ouais, ouais, ouais. Donc, enfin, pour qui un héritage, c'est que l'œuvre a quand même marqué. Après, Bien les sûr, suites, bon, elles bien ont pas sûr. non plus fait date, quoi. Bah, c'est comme The Crow, quoi. Tu vois, The Ouais, Crow, complètement, c'est ouais, un film génial. Les suites, je crois qu'il y a une série télé ouais. Ouais, et un remake qui est sorti il y a 2 ans ouais. là, ou 1 an, je sais Ouais, plus, ouais, carrément. qui avait l'air horrible. Mm. Donc voilà, Ouais. mais en fait, voilà, des fois ça inspire et ça a un héritage, mais pas toujours Ouais, c'est ça. respectable. Bah, au même titre, en vrai, Pacific Rim, il y a une suite. Ah oui, que j'ai pas vu. Moi, je l'ai vu. Ouais, 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 ouais. Mais oui, mais bah, on peut même en fait opposer Pacific Rim 2 à Pacific Rim. Ah, ok, d'accord. Parce que Ouais. du coup, en fait, cette représentation du gigantisme qui est vraiment genre une menace, Ouais. c'est bah, comme tu disais, c'est le découpage, la mise en scène, les mouvements de caméra qui Ah vraiment ouais. aident à montrer vraiment l'ampleur des robots et des Oui, monstres, oui. du coup.
On l'a plus du tout dans Pacific Rim 2, tu vois. En fait, Pacific Rim 2, ça devient un peu un Transformers. Ouais, c'est ça. Mais c'est pour ça que je parlais aussi de point de vue. Ouais. Tu sais, moi, je me souviens de... Alors, je sais plus quel youtubeur, je voudrais pas dire de conneries. Je me demande si c'est pas Intercut ou un truc comme ça. Et pas Hypercut. Non, ouais. Hypercut, Allez, follow. Ouais, allez, follow Hypercut. Petite dédicace à Romain. Non, mais ouais, ou Cinescope, je sais plus, mais j'avais vu cette vidéo sur YouTube, en tout cas, où il y avait un comparatif, en gros, entre la scène de North by Northwest de Alfred Hitchcock avec l'avion, là. La scène de l'avion, Ouais, et une scène d'un James Bond avec un mouvement similaire, en fait, avec Sean Connery et un avion, quoi. Ou un hélico, je sais plus, mais en gros, c'était plus ou moins la même situation. Et en fait, et c'est pour ça que le point de vue dans la mise en scène, c'est quand même hyper important. Hitchcock, lui, le filme toujours l'avion, finalement, depuis le point de vue de l'homme. Ouais. Donc, quand tu le vois courir et que tu vois la silhouette de l'avion se rapprocher avec le son aussi, accompagné et tout, y a quelque chose d'ultra menaçant, tu vois, qui se rapproche. Là où dans le James Bond, le même type de séquence, en fait, t'avais que des champs contre champs, où tu voyais limite le pilote dans l'avion qui essayait de niquer Sean Connery. Et du coup, ça fonctionnait plus. Tu vois, je dis pas que on peut pas jongler d'un personnage à l'autre. Hein. C'est pas la même intention. Mais c'est pas la même intention. Et puis, quand tu veux le faire, faut le faire pour de bonnes raisons. Et c'est vrai que des fois, quand tu le fais avec un méchant un peu random comme ça, tu vois, qui va te foncer dessus ou je sais pas quoi et tout. En tout cas, là, c'était deux exemples similaires, donc ça fonctionnait bien ces deux comparatifs. C'est vrai que du coup, le point de vue de la mise en scène, il est frappant. Et l'efficacité. De fait, elle est, comment dire, elle est imparable. L'efficacité de Hitchcock par rapport au James Bond, je sais plus par qui il était réalisé, mais sans doute Terence Young ou un truc comme ça. Mais en tout cas, voilà, c'était juste pour dire ça. Et du coup, j'imagine qu'entre Pacific Rim 1 et 2, on doit être à peu près sur ce niveau de différence. Ouais, complètement. Déjà, il y a beaucoup de différences dans le filmage. On sent déjà, de toute façon, c'est plus Guillermo del Toro qui est la réal dans le deuxième, et on le sent, tu vois. Enfin, en fait, c'était vraiment fait uniquement pour surfer sur la hype du premier. Je crois que c'était encore plus codé. Qui avait moyennement marché, quoi. Mais... En gros, c'était Opération Zéro, Opération Nulle. Oui, voilà, ils n'avaient pas trop perdu, ils n'avaient pas fait beaucoup de bénéfices, mais... Non, c'était en blanc, quoi. Opération Blanche. Et non, c'était vachement fait pour plaire au public, du coup, asiatique, vraiment, en reprenant les codes, mais vraiment à outrance, quoi. Donc c'était très caricatural, c'était pas dingue. Mais en fait, c'est là qu'on voit vraiment la marque des grands réals et des grands metteurs en scène, c'est qu'en fait, t'as des petits moyens qui sont mis en œuvre pour mettre en œuvre ce que tu veux mettre à l'écran. Tu vois, typiquement, dans Cloverfield, le moyen utilisé, c'est la caméra à l'épaule. Du coup, là, limite, c'est trop facile, tu vois. mais pour le coup, ça marche, parce que quand c'est bien fait, la caméra à l'épaule, voilà. Et dans Pacific Rim, on parle des mouvements de cam, mais aussi des petites idées de mise en scène. Typiquement, genre, à un moment, il y a un Jaeger, un robot, qui chope une péniche. Pour taper sur la gueule du monstre. Et il s'en sert comme d'une arme. Quoi. Ouais, c'est exactement ça, en fait. Il se sert vraiment. Et puis, il y a aussi des scènes de combat dans la ville où vraiment, genre, les valeurs de plan, en fait, vraiment, il s'est creusé la tronche, quoi, pour qu'elles soient correctes. Et que du coup, vraiment, on voit la taille par rapport au building, aux immeubles. C'est exactement ça, tu vois. C'est hyper intelligent parce qu'en fait, tout de suite, tu vois la grandeur de ces machines et de ces monstres. Et c'est vrai, quoi, toute cette séquence de baston, là, où il porte le bateau et tout. C'est vraiment une des scènes les plus marquantes du film. Et même, je trouve, moi, dans ses débuts du cinéma en 3D, post-Avatar et tout, je trouve que c'est un des films, alors je pense je sais pas s'il a été tourné en 3D ou s'il a été post-converti, mais en tout cas, moi, je me souviens quand même d'une séance où ça fonctionnait bien. Parce que aussi, justement, Guillermo del Toro, tu vois, on sent qu'il y a un découpage où tout de suite c'est dynamique, où du coup la perspective va être mise en valeur par la 3D, il va y avoir vraiment un sujet photo. Qui se détache à chaque fois, voilà, la photo qui est impeccable. J'ai rarement vu des scènes de nuit aussi bien réussies, aussi bien éclairées, mais sans pour autant c'est pas les nuits américaines à la... Est-ce qu'on a le droit de citer des noms de films français récents un peu merdiques? Les Trois Mousquetaires. Je voulais pas le dire, merde. Mais non, mais les scènes de nuit sont vraiment hyper bien gérées au niveau de l'éclairage. Tu parlais des néons. Les scènes à Hong Kong, elles sont magnifiques parce que vraiment, les rues sont vraiment très bien retranscrites.
c'est des belles nuits, quoi. Ah oui, clairement. C'est très bien foutu. Ouais, Et, ouais. mais au-delà de tout ça, le tour de force de ces films, on a mentionné très vite fait l'ex du mec dans Cloverfield. En fait, c'est que Oui. dans ces films grands spectacles, ce qui prime, finalement, c'est les rapports humains. Ouais. Tu vois, c'est la différence, en fait, avec les blockbusters un peu lambda. Ouais. C'est qu'en fait, ce qui, vraiment, limite, ce qui est le plus important au-delà du grand spectacle de ces films, c'est vraiment l'affect. C'est l'affect, Et c'est... que, en fait, la réelle quête, c'est vraiment la connexion avec quelqu'un, Ouais, ouais. avec nos semblables. Complètement. Parce que du coup, dans Pacific Rim, ça se passe dès le début. En gros, lors d'un combat, en fait, il perd son frère, Ouais. le personnage principal, le personnage de Charlie Hunnam. Et lorsque le programme Jaeger veut être réhabilité, en fait, il a besoin d'un coéquipier. Ouais. Et il se trouve que la personne avec qui il a la plus grosse alchimie, c'est une jeune japonaise, Ouais. Mako Mori. Ouais, ouais. Et en fait, d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris la relation avec. Tu sais, en gros, enfin, il pourrait y avoir une sorte de love interest. Tu vois. Oui, oui, mais c'est vrai que c'est pas tellement l'objet du film, quoi. C'est absolument pas l'objet du film. En fait, vu ouais. qu'il en fait, il cherche un suppléant à remplacer un substitut de son frère. Oui, oui, c'est ça. Donc, Ouais. une sœur. Oui, mais en plus, Tu vois. c'est surtout voilà, une complicité, une alchimie. Ouais, En fait, c'est complètement. surtout Ouais, ça, c'est ça. quoi. Ouais, Voilà, ouais. voilà. Ouais, ouais. Et donc en fait, donc en même temps qu'il sauve le monde, on voit en fait le lien se tisser entre les deux. Ouais, ouais. Et du coup, donc vraiment une histoire d'amour amical, fraternel Ouais. en fait, ce lien entre les deux. Et dans Cloverfield, bah, c'est en fait. En plus, il y a tout un système, vu que c'est une caméra, c'est peut-être une DV, je sais pas. C'est une DV, ouais. Enfin, en tout cas, c'est censé être une DV dans l'histoire. Ouais, c'est quoi, censé, ouais. c'est pas une qualité DV à l'écran. Non, non, ouais, mais bon. C'est pas 28 jours plus tard. Oui, voilà, ouais, ouais. Mais en fait, bah, du coup, il y avait ces bugs de tape à l'époque. Ouais. Tu sais, quand tu enregistres par-dessus quelque chose, tu sais, Oui. t'as des bribes de l'ancien film, en fait. Ouais. Et tu vois en même temps les souvenirs qu'il avait. C'est ça. Parce qu'en gros, il enregistre par-dessus les souvenirs qu'il a fait avec son ex, en fait. Et ouais, ouais. Et du coup, tu vois, en fait, bah, sous tes yeux, la relation passée. Ouais. Qui se délite peu à peu. Ouais, c'est hyper intelligent dans le montage. C'est ça. Et en fait, t'as limite une évolution inversée. Ouais, ouais. Tu vois la relation se déliter sous tes yeux, mais en même temps, vu qu'il est quand même en quête pour aller secourir son ex, et du coup, on comprend très vite qu'il est toujours amoureux d'elle, quoi. Ouais, clairement. Tu vois, clairement. et en fait, tu vois en fait la relation se renouer en fait au fur et à mesure. Ouais. Et ils finissent, le film, il finit par la retrouver, quoi, tu vois. Ouais, ouais. Mais c'est pas ça l'enjeu du film. Non, non, Tu vois, non, je suis d'accord. Je suis d'accord, mais c'est hyper intelligent, ouais. Moi, je trouve ce qu'il fait Matt Reeves complètement. Dans ce film, et en plus, c'était comment dire, pour lui, j'ai l'impression que c'était aussi un film qui a confirmé ce qu'il allait faire par la suite, c'est-à-dire en fait les deux, la planète des singes qu'il a fait, qui sont mortels. Ouais. Puis The Batman. Et The Batman, quoi. Ouais, c'est clair. C'est vraiment, enfin, moi je trouve que c'est quelqu'un d'hyper talentueux, quoi. Ah ouais, complètement. Vraiment, c'est un des réals sur lequel on peut compter, j'ai l'impression aujourd'hui. Ouais, c'est clair. À Hollywood, quoi. Et mais en tout cas, ouais, non, c'est sûr que c'est deux films pareil, hein, que je revois régulièrement, quoi. J'essaye en tout cas de revoir régulièrement. Et... Ouais. Bah, même dans La planète des singes, on peut. Même dans The Batman, en fait. C'est des films de grande ampleur, vraiment, où c'est des films catastrophes, quoi. Ouais, mais en fait, ce qui, face au grandiose, au grandiloquent, ce qui compte vraiment, c'est les petites choses, c'est les petits humains, quoi. Ouais, qui renouent entre eux les relations entre les humains, les sentiments. Et enfin, en fait, on peut prendre l'exemple d'un autre metteur en scène qui fait des grands films, qui s'appelle Christopher Nolan, et qui n'a pas vraiment compris que ce qui comptait, c'était vraiment écrire des personnages. Des fois, il y arrive. Hein. Interstellar, par exemple, je trouve que ça fonctionne quand même. Par moment, ça fonctionne. Ouais, carrément. Mais c'est vrai que moi, par exemple, un film comme Inception, moi, je ne ressens rien. Ouais. En termes de connexion entre les personnages. Moi, dans Inception, par exemple, alors bon, là, on fait une digression sur le carte sauvage, mais tu vois, dans Inception, j'ai toujours eu le souvenir de ce flashback, rêve, je sais plus, où le personnage de Marion Cotillard se suicide, quand même, et où je trouve que tu ressens que dalle. C'est-à-dire que pour moi, il se passe rien. Il se passe vraiment rien, quoi. Ça s'applique même à la catharsis. C'est que le perso du fils doit ressentir pour son père qui meurt, quoi. En gros, il est persuadé que son père ne l'aime pas. Ouais, c'est ça. Que son père ne l'aime pas. Rien à foutre. Ouais, complètement. En tant que spectateur, t'assistes à ça, ça te touche pas. Ouais, complètement. Ça, c'est sûr que on peut toujours. Alors, c'est des films qui se veulent un peu sérieux, en l'occurrence, Inception et tout. Et du coup, on peut toujours rigoler sur des trucs comme Pacific Rim, film de robots, tout ça. Sauf qu'en réalité, c'est beaucoup plus efficace sur le lien émotionnel. Complètement. Mais bon, ça, après, c'est une critique qu'on entend souvent, même nous, quand on était mômes, sur
les animés, ce genre de trucs, c'était des trucs de débiles. Que c'est de la sous-culture, quoi. Voilà, exactement. Et je pense qu'en fait, d'ailleurs, pour beaucoup, à mon avis, Pacific Rim, c'est peut-être un film, comme justement, il a pas non plus cartonné, peut-être que c'est aussi à cause de ça, quoi. C'est que je pense qu'il y avait aussi un petit peu ce truc, déjà, non seulement c'est un projet original, donc à l'époque des super-héros déjà et tout, donc voilà. Et puis, c'est vrai que pour beaucoup de gens, c'est des robots géants et tout, c'est un truc pour vendre des jouets, quoi, tu vois, dans leur tête. Bah, c'est vrai que même le public de Guillermo del Toro, en fait, a pas tellement compris pourquoi il avait fait ça. Ouais, c'est marrant. Bah, parce qu'en fait, 2013, tu sais, il sortait du Labyrinthe de Pan, tout ça. Même avant ça, il avait fait des films espagnols, enfin, en espagnol, en tout cas, avec Les Chines du Diable, Chronos, tout ça, tu vois. Donc, enfin, c'est quand même un metteur en scène qui plongeait pas mal dans le film d'auteur aussi, tu vois. Même s'il avait fait Mimic, hein. Il avait fait Mimic aussi, mais il était plus affilié à des trucs vraiment plus sentimentaux, en fait. Même si c'était du fantastique. C'est quand même des choses plus fines. Alors que pour moi, Pacific Rim, c'est quelque chose de très fin. C'est un blockbuster, genre, dans l'emballage. Mais ce qu'on y trouve à l'intérieur, vraiment, c'est très doux et c'est très fin, c'est très, il y a vraiment un souci d'écriture, en fait, dans Pacific Rim, tu vois. Au même titre que Cloverfield, pour le coup. Et puis aussi, mine de rien, tu vois, dans les deux films, t'as ce truc de la survie de la race humaine. En vrai, quoi. Carrément. Tu vois, c'est aussi ça, quand même, l'ampleur du truc. Et on parlait souvent des films de super-héros dans lesquels on n'a pas beaucoup peur. On n'a pas vraiment peur, en tout cas, pour les héros. Et on les sent pas forcément concernés par le sort de la planète. Là, pour le coup, dans les deux cas, que ce soit la survie ou la survie de la race humaine, entre guillemets, c'est de l'être aimé, tu vois. Voilà, de l'être aimé aussi. Mais même, il y a un truc de sacrifice à un moment, quoi, tu vois, bien sûr. pour sauver tout le monde. C'est vrai que c'est quand même beaucoup plus, enfin, bien mieux exploité, on va dire. Ouais, c'est clair. C'est clair. Est-ce qu'on a tout dit? Jamais. Mais en tout cas, je pense qu'on en a dit pas mal. Ouais, c'est clair. Je pense que on a déjà déblatéré. En fait, on a fait un épisode de digression nocturne avec un CS. Voilà, ouais. Mais bon, là, pour le coup, c'est des films qu'on aime beaucoup. Donc, c'est clair. Enfin, moi, quand je repense à mon duo de films, là, maintenant que je t'ai écouté, c'est des films plus récents, donc j'ai pas le même affect, effectivement, que j'ai pour Cloverfield et Pacific Rim. Mais en tout cas, c'est, pour le coup, là, 4 films qu'on vous encourage à voir. 4 films sous-estimés, en fait. Et sous-estimé, tous les 4, hein, je pense. C'est vrai, t'as raison. Donc, c'est là qu'on voit aussi l'intérêt d'un format comme celui-ci. C'est clair. On espère, en tout cas. On espère. Bon, on vous dit à une prochaine. Je sais pas si on sera encore dans ce décor. Peut-être, si on s'y trouve bien. Voilà, on verra bien. Bon, on reviendra chez nous à un moment donné. Oui. Enfin, s'il y a des subs, hein. Oui, c'est ça. Parce que si personne regarde nos vidéos, on va arrêter. On va ouvrir un Patreon et tout. Donc... nous, ça nous fait des souvenirs. Ça nous fait des souvenirs. C'est clair. Bon, merci pour vos écoutes, vos visionnages. Et vos retours. Hein. Ouais, pour vos retours. Quand même, de temps en temps, des petits retours hyper sympas. Donc, ça, c'est vrai. Voilà, c'est une petite commu, mais on compte sur vous. Qualité, quoi. De qualité, ouais. Ouais, c'est clair. Bon, on vous dit à la prochaine, alors. Ouais, à la prochaine. Ciao. Ciao.